Bonjour à tous. En vue d'un léger retard, on a décidé donc d'aller straight to the point. Et donc je vais aller un petit peu plus vite que prévu en changeant de session. Vu avec le professeur Farge, ne vous inquiétez pas. Donc Martin Nivet de Dijon, enchanté. Je vais vous présenter, en fait, inaugurer plutôt une table ronde, donc qui veut vraiment une discussion ultérieure sur les carticelles en pratique dans les traitements des maladies auto-immunes rhumatologiques, de la sélection au traitement des patients. En fait, cette question s'est posée, la volonté de cette table ronde, sur le fait que depuis un an et demi, que l'essai carticelle est ouvert dans le lupus, et il y a actuellement une patiente recrutée, il y a eu un screen failure, et donc une grande difficulté de recrutement dans ces thérapies nouvelles, innovantes, qui pourtant vous ont été vantées toute la journée. Donc peut-être un questionnement sur des beaux traitements, mais des traitements de réalité un peu fictive. Alors je passe très rapidement sur ces diapositives qui se voulaient introductives. Je rappellerai juste que l'essentiel du léger questionnaire que je vous présenterai un peu plus tard, c'est basé sur les critères du groupe EBMT qui avait été publié en 2024, mais que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc je n'aurai pas le temps de les détailler. Juste un focus sur le fait la nécessité, donc les CAR-T seraient proposés essentiellement chez des patients qui présentent, enfin même en priorité, chez des patients présentant des critères de sévérité avec le BILAG A ou 2 BILAG B, mais nous y reviendrons peut-être dans la discussion plus tard. Je passe pour la sclérodermie systémique. L'autre point essentiel à garder en mémoire et qui sera une des limites des inclusions, c'est cette nécessité de wash-out que Zora a bien respécifié juste avant, avec néanmoins la possibilité de bridge thérapie. Je passe là aussi. Et donc on en vient à cette question qu'on s'est posée due à la difficulté de recruter des patients atteints de lupus pour ces thérapies innovantes. Cette question s'était déjà posée dans les années précédentes pour le recrutement des MSC, et puis l'arrivée des CAR-T relance la même question. Alors quels sont les paramètres impliqués ? Est-ce que c'est qu'il y a finalement peu de patients sévères ? Est-ce qu'ils sont déjà trop bien soignés ? Ou est-ce que finalement les critères d'inclusion sont trop stricts ? Ou est-ce également une problématique plutôt d'engouement de la science et de multiplicité des essais, qui soient académiques ou industriels ? Alors pour essayer de répondre très rapidement à cette question, nous avons surtout fait un questionnaire envoyé par mail à 10 centres du réseau MATEC en posant deux questions principales. La première était: combien d'essais, qu'ils soient académiques ou industriels, avez-vous d'ouverts pour des patients lupiques sévères, donc de catégorie comparable au CAR-T, et combien de patients suivez-vous, auquel cas combien ont été screenés pour des essais CAR-T, combien sont éligibles à un CAR-T et combien étaient inclus. On s'est basé sur ça, comme marqué sur la slide, sur les critères ACR-EULAR de 2019, pour ce qui était de la classification du lupus, et pour l'éligibilité au CAR-T sur les critères EBMT. Pour ce qui est de la recherche, pour répondre à la première question, combien d'essais sont ouverts chez vous, je me suis basé sur le clinical trial pour rechercher combien d'essais sont ouverts dans le lupus en France. Il y a un peu plus de 50 essais actuellement ouverts en France. On a exclu les essais qui étaient pour uniquement cutanés articulaires, en tout cas des patients ou des essais plutôt des gens qui n'étaient pas comparables pour des lupus légers. Et donc finalement, il y avait 11 essais compétitifs. Le ravulizumab, donc un inhibiteur du C5, l'obinutuzumab a juste à lui seul 3 essais en cours pour les mêmes indications à peu près. L'anifro en a 1 ou 2, l'ipatocopan un seul, le IANA un seul, 2 carticelles en compétition et l'upatanisib. Alors, nos résultats, pour ce qui est des centres des déclarations, souffrent un peu d'un manque de données. On a eu 6 questions sur les 10 centres, 6 réponses sur les 10 centres. Pour l'instant, à vue de nez, 4 études sont actuellement ouvertes. Donc les CAR-T, bien sûr en pole position, Sirius qui évalue l'ianalumab, et l'upatanisib qui était également ouvert, mais qui peut-être serait un peu moins comparable en termes de gravité avec les 3 autres.
Pour ce qui est également de nombre de suivis de patients, nous arrivons, si on poule tous les centres, les 6 centres répondeurs, on est approximativement à 1900 patients déclarés comme suivis dans le centre. Le screening, il y avait pas mal de manque de données, mais on était à moins de 75% de screening de patients. Et en fait, le nombre de patients revenus éligibles pour CAR-T était au nombre de 6. Alors les 6 étaient revenus pour des bilags A rénaux. 4 ont été prescreenés, en fait, retirés, non présentés, car manifestation neurologique qui est un des grands freins potentiellement pour les CAR-T. Et l'autre cause qui va volontiers être freinante, c'est les contre-indications hématologiques, donc qui était l'autre grand moteur. Et puis pour ce qui était des essais, des patients réellement inclus, on en a 2. Enfin, voilà. Donc je n'ai pas parlé des petites statistiques en dessous, mais voilà, pour la faible représentation, c'est éviter que ça vaut. Donc il y a plusieurs limitations. Bien sûr, déjà, on ne parle pas du tout ici de ce qui est lié au patient. Le patient peut tout simplement refuser l'inclusion. Là, c'était purement ce qui venait du médecin et venait de la pratique du centre, ou en tout cas d'autres effets. Le nombre de centres interrogés était faible, le nombre de réponses faible également, donc finalement une faible représentativité, mais ça se veut plus une question, une ouverture. C'était bien évidemment un biais sur des données déclaratives. Et puis, on peut se poser de multiples questions sur ce taux faible d'inclusion. Est-ce que, finalement, voilà, les contre-indications neurologiques, hématologiques ne vont pas freiner fortement ces inclusions? Est-ce que le lupus bénéficie d'un peu trop d'engouement pharmaceutique et scientifique et finalement a déjà un arsenal thérapeutique un peu trop fourni et qui se tire dans les pattes entre eux, et avec justement cette multiplicité des essais? Pour ouvrir un petit peu la discussion de cette table ronde, la volonté était peut-être de proposer au professeur Lescois et au professeur Doron de faire des premiers retours sur leurs patients qui ont été donc traités par CAR-T. Et s'ils le veulent bien, je ne sais pas si l'un d'entre eux veut commencer. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Donc, nous, on a eu la possibilité d'inclure une patiente dans un essai CAR-T BMS. Alors évidemment, on est un peu sous de l'embargo de confidentialité, donc je ne pourrais pas vous donner de données réellement, vous montrer des images. Je rejoins ce qu'a dit Zora, à savoir la nécessité évidemment d'un travail main dans la main avec l'équipe d'hématologie. Et aussi, je pense, voilà, c'est vraiment réciproque, quoi. C'est-à-dire que nous, on a, en tant qu'interniste, indiscutablement besoin de l'hématologue pour la toxicité, pour l'encadrement, pour répondre aux patients, parce qu'on n'a pas, pour nous, à Rennes en tout cas, cette expérience-là. Et en même temps, de l'autre côté, c'est des patients que les hématologues ne voyaient pas autant ou peu jusqu'à présent, et donc il y a un besoin aussi d'expliquer quel type de traitement. Alors quand on discute des corticoïdes par exemple avec les hématos et qu'on dit non, là, pour la patiente on va diminuer de 5 mg, ils nous regardent en disant mais comment ça 5 mg, vous ne changez rien? Non, on change beaucoup 5 mg. Donc on est vraiment sur deux philosophies et qui sont complémentaires et qui ont plaisir et nécessité à travailler ensemble. Nous, ce qu'on a eu, c'est que la patiente vient d'un autre centre à la base. Elle n'était pas suivie à Rennes, elle était suivie à Quimper, en l'occurrence, en Bretagne. Donc on la suit maintenant à Rennes. Ce qu'on a pu voir, donc c'était une indication rénale comme ce qui a été dit, et on a vraiment vu une normalisation totale de la protéinurie dès la fludarabine et l'endoxan. Donc ça déjà c'est ce qui nous a impressionné, que c'est très très vite on a une normalisation de la protéinurie quelque part avant même les CAR-T. Et ensuite, voilà, maintenant on est en train un petit peu de surveiller et de voir est-ce que cette rémission va être soutenue. Pour le moment, on a un peu de protéinurie qui revient, donc on n'est pas aussi agréablement surpris que ce qu'on aurait voulu, mais on va voir ce que ça va donner par la suite. Il n'y a pas eu de complications, elle n'a pas eu d'ICANS, elle a eu peut-être un CRS de grade 1 parce qu'un samedi soir, elle a fait un 38,2, mais c'est tout. Et elle a eu des cytopénies au début, attendues du fluida endoxan, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà. Alors, un point, moi ce que je retiendrai, c'est qu'il faut, à mon sens, pour les lupus rénaux,
absolument une biopsie rénale relativement récente, et il faut faire la part des choses entre ce qui va être séquelaire et activité de la maladie. Parce que s'il y a de la protéinurie séquelaire et qu'on essaye de traiter finalement une protéinurie séquelaire et ou de la GEM avec les CAR-T, eh bien probablement que c'est pas la cible, on s'est trompé de cible ou on s'est trompé d'outil thérapeutique. Donc ça, je pense que c'est quand même un point à avoir en tête à mon sens. Voilà. Switching to English again. So I'll speak 2 words on systemic sclerosis and after that on RA. I think it's a problem on general with systemic sclerosis, recruiting patients for, and we have 4 competing trials in our center, and I rejected 3 to 4 others. So again, we have a lot of competing studies. For me, I have a problem of giving a placebo on top of CellCept to a patient with systemic sclerosis, which happens in most of the study. Fortunately, Novartis study that started in Israel is 2 arms with MMF rituximab in one, and the other is CAR-T, which is easier for me. And we are recruiting more easily now. So this is very quickly about systemic sclerosis, and most of my experience is from a basket trial in Sheba Medical Center in Israel, and we used there a pretty self-made construct with co-stimulation of CD28, which is very different from what we use with the BMS and other studies. It has a more powerful first inflammatory reaction, and this is good because as the inflammation is strong, it means that we kill more cells, and it's a strong effect, and it lasts longer. But this is a problem for me with systemic sclerosis patients, because I would not want to use steroids for ICANS in these patients, and we have to use a lot of steroids. I'll talk about 2 patients that we had with RA. 2 patients where RA is of course a very large population. We can't treat everybody with CAR-T, so we have to define very closely what we want. There are 2 terms. One is difficult to treat RA, and that is very common, but the term most important for us is polyrefractory RA, which means a patient who failed all 5 methods or all 5 families of biologic therapies, and these are the most important patient, I think, to consider CAR-T. And on the other hand, we want them to be very high seropositive ACPA or RF positive, thinking about the B cells that produce these antibodies. In our very small and limited experience, 2 patients who were young, between 30 and 40, polyrefractory to all therapies, and received really tons of steroids over the years, had a very severe reaction during the CAR-T, again with the co-stimulation of CD28. Both of them went into coma, and it was very frightening. But 1 month after, both of them were in total remission without any drug. And I think, again, this is very different from systemic sclerosis, because they had a very high CRP, around 100 before CAR-T, and high IL-6, and that's probably drives the inflammation and the severe reaction. Anyway, now it's around 5 months after CAR-T, and they are in complete remission without drugs, which is amazing, because they were ruined, both of them. They were really one of the most severe patients I have seen. So I think choosing very wisely, very selectively, these polyrefractory seropositive RA are 1% of the population,
and this may be a certain population that we should focus in. Thank you. Dominique, pour ton expérience. Non, Et on ne va puis pas le parler mot de de la fin. l'expérience. Justement, nous sommes fort clos parce il est 5h moins 20. Donc je vais vous laisser conclure tous les deux. Juste un mot. Les CAR-T, c'est la génération d'après. Il a fallu 30 ans pour arriver à développer la greffe de moelle dans les maladies auto-immunes. On a vu aujourd'hui comment c'est complexe, comment c'est un niveau d'exigence et comment ça nécessite de savoir travailler avec les autres et avec les patients. Le deuxième mot, c'est le monde change, le monde bouge, et c'est pas pour rien que c'est à la fois Doron Rimard et Simon et Dr Nivet qui ont parlé, et Dr Lescoa, de leur expérience dans les CAR-T. Pourquoi Dr Nivet? C'est le seul en France qui ait trouvé un patient à mettre dans les CBMS. J'ai du mal à y croire. Ces patients existent. Donc il faut une appétence pour l'excellence clinique, la capacité à travailler en réseau, et ça, c'est pas tous les jours, mais il vaut mieux mettre peu nombreux et sous les nuages que sur les nuages et trop nombreux. Et ça permet d'avancer. Le deuxième point, aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont chairs, qui mènent la danse. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui disait c'est notre chef de pôle, que pour limiter les dépenses d'activité et de trop de dosage de troponine, on fait une fiche avec 15 items pour demander le dosage de la troponine. Donc je laisse à Isabelle Madeleine, qui est la pharmacienne la plus riche de toute la France. Elle a le plus gros budget thérapeutique de France, et elle aura le mot de la fin sur les CAR-T-cells, mais on comprend que c'est une thérapeutique d'exception. Et pourquoi c'est Alain Lescoa qui a parlé, et pourquoi je me tairai, en remerciant simplement les patients. Il y a dans cette pièce une patiente qui est venue dans un des centres de Matec, que je nommerai pas, contre l'avis de son médecin référent, qui est pourtant responsable d'un centre de référence, et qui avait entendu parler de l'Allemagne, et qui, après avoir eu des traitements d'essai, qui ont donné une rémission transitoire, ont rechuté et a décidé d'aller en Allemagne. Et le rôle de Matec, que ce soit les secrétaires, que ce soit les assistantes sociales, que ce soit les surveillantes, que ce soit tous les collègues de Matec, ça a été ensemble de se dire, on s'unit, on valide l'indication, et du coup, l'une ou l'un d'entre nous va aller plaider auprès de la sécurité sociale le droit de transférer cette malade en Allemagne. Et c'est la richesse du système français qui va disparaître, parce que si on n'arrive pas à maintenir cette cohésion de groupe, elle partira. Mais pour l'instant, elle existe encore, donc on a beaucoup de chance. Et donc, merci à tous d'avoir été là, et je laisse le mot de la fin à Ibrahim, hématologue, et enfin Isabelle sur les CAR-T. Mais ne rêvons pas. Il y a dans cette pièce une de mes consoeurs, on a toutes les deux pris 30 ans d'âge, que je n'avais pas vu depuis 30 ans, et qui s'intéresse à la greffe de moelle. Il y aura demain des centres d'excellence, comme à McGill, comme peut-être à Chicago, comme à Haïfa, mais il n'y en aura pas beaucoup qui permettront d'avoir toutes ces compétences ensemble. Il faut s'appuyer sur ce qui existe. Donc si on n'envoie pas les malades chez ceux qui savent, eh ben, ils ne pourront pas faire. Et donc ce sont les malades qui voyageront, ce sont les pharmaciens qui nous guideront, et puis les guidelines. Donc merci encore d'avoir tenu l'après-midi. Je te laisse finir. Alors, c'est certainement pas moi qui aurai le mot de la fin, et certainement pas avec une introduction financière, parce que globalement, j'ai fait toute ma carrière en disant rarement non à des traitements chers, rarement non à des traitements hors AMM, et donc c'est pas maintenant devant vous que je vais commencer à vous parler d'argent ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que sur les CAR-T-cells, globalement, c'est extrêmement chronophage, c'est une organisation millimétrée à mettre en place, mais que les équipes pluridisciplinaires sont toutes là pour le faire avec l'engagement pour les patients. Ils l'ont fait pour les patients d'hémato, mais ils le feront aussi pour les autres maladies. Et c'est ça qui nous pousse et c'est ça qui est important.
Après, la soutenabilité financière de tout ça, finalement, c'est pas tellement... Enfin, ça pourrait être un problème, mais ça doit pas l'être aujourd'hui. Merci. Donc, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était un excellent meeting aujourd'hui, parce que, vu le nombre des gens jusqu'au bout, oui, les thématiques thérapie cellulaire, les médicaments innovants, etc., c'est quelque chose qui arrive. Et je peux vous dire, quand j'ai commencé mon hématologie, j'avais le souci de comprendre les chimiothérapies, leurs mécanismes, etc. Mes internes, pas du tout. Ça, c'est autre chose. Ils sont vraiment dans la thématique immunothérapie. Je vais parler argent, mais je veux dire quelque chose. Quand même, c'est quand même triste. On a beaucoup de cerveaux en France, on a beaucoup de gens de qualité, etc. Mais on n'arrive pas à avancer dans la recherche académique ou dans les unités de production. Je peux dire, moi, j'y travaille depuis 2016 et Dieu sait que je suis devenu plutôt un mendiant d'argent que un chercheur, parce que c'est un peu difficile. On a besoin d'argent pour avancer, pour faire de la recherche et développement, et je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. C'est-à-dire, moi je dirais la France, c'est un pays qui démarre tard, mais une fois il a démarré, il dépassera les autres, et je pense que ça va être le cas pour ces thérapies cellulaires. Si je vous ramène juste quarantaine d'années derrière, en 1973, il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui n'a pas plu, en disant en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. En France maintenant, on a plein d'expertise, on a des idées, mais on a besoin un peu d'argent. Merci. Bravo. Bravo à Dominique. Bravo à Dominique.